Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 20 juin, vendredi, bonjour. Le représentant permanent d'Israël auprès de l'ONU, Dani Danon, prononce une déclaration sur la dernière opération israélienne, Rising Lion, et donne également un aperçu de la session d'urgence du Conseil de sécurité convoquée par la République islamique. Good morning everyone and thank you for joining us. Israel's ambassador to the UN, Dani Danon, will deliver a statement on the latest in Israel's Operation Rising Lion, and he will also preview this morning's Emergency Security Council session called on by the Islamic Republic. As always, if you're called for a question, please be sure to state your name and news outlet. Thank you. Good morning. Bonjour, le Conseil de sécurité se réunira bientôt à nouveau pour discuter de la situation avec l'Iran, à la demande du régime iranien, qui est lui-même un spectacle absurde. Ce même régime, dont le chef suprême appelle à l'extermination d'Israël et dont les agents, les États-Unis, ont fomenté l'assassinat de dirigeants élus, envoie maintenant son ambassadeur se lamenter devant le Conseil de sécurité. Rien que cette semaine, l'ambassadeur d'Iran a soumis 5 lettres en une semaine, 5 lettres non pas pour condamner le terrorisme, ni pour annoncer le démantèlement de son programme nucléaire, mais pour susciter la sympathie pour un régime qui finance les armes et orchestre le terrorisme à travers le monde. L'Iran n'est pas attaqué. L'Iran est arrêté mercredi soir. Il a lancé un missile balistique directement sur l'hôpital Soroka de Be'erva, dans le sud d'Israël. Il s'agit du plus grand hôpital de la région. L'hôpital Soroka accueille plus d'1 million de civils de tous horizons. Il s'agit d'un crime de guerre délibéré et aveugle. Et barbare. Les actions d'Israël ont été précisées. Conformes au droit international. Nos cibles sont militaires. Notre objectif est clair, démanteler les capacités génocidaires du régime iranien avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce n'est pas seulement le combat d'Israël. Ce combat est celui de tous les pays du monde. Les missiles iraniens peuvent déjà atteindre certaines parties de l'Europe et pourraient bientôt atteindre les côtes orientales des États-Unis. Le réseau terroriste iranien s'étend à tous les continents, des réseaux criminels d'Amérique du Sud aux agents infiltrés dans de nombreuses capitales européennes, en passant par les extrémistes du Moyen-Orient et d'Afrique. Aujourd'hui, lorsque j'entre au Conseil de sécurité, je ne m'attends pas à de la gratitude de la part du Conseil de sécurité, mais je ne m'excuserai pas de protéger notre peuple et de faire face au mal quand d'autres refusent. Merci. Avec la télévision centrale de Chine, nous savons que des efforts diplomatiques sont en cours à Genève. Quelle est la position d'Israël sur ces pourparlers diplomatiques qui pourraient permettre aux gens de parvenir à un accord? Accord sur le nucléaire iranien. Nous avons assisté à des pourparlers diplomatiques ces dernières décennies. Si l'on en juge par les résultats, on saura s'il y aura de véritables efforts pour démanteler les capacités de l'Iran. C'est une chose que nous pouvons envisager. Mais ce sera comme une nouvelle session et des débats qui ne fonctionneront pas. Ces dernières décennies, le Premier ministre Netanyahou a toujours dit que l'Iran ne se doterait de l'arme nucléaire que dans quelques mois, quelques semaines ou quelques jours. Ce qui est faux. Je ne suis donc pas d'accord avec vous. Vous savez que vous écouterez les plus tard dans la journée, une fois que nous aurons découvert ses intentions et qu'il est en train de renforcer ses capacités. Nous avons décidé d'agir. Nous avons décidé de ne pas attendre qu'il soit le premier à lancer une bombe atomique sur Israël. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur Mariam Ramadi, avec Leia, et en particulier monsieur J, qui a dit auparavant qu'il n'avait aucune preuve que la République islamique d'Iran se dote d'une arme nucléaire. Quel genre de preuve Israël a-t-il? L'Iran cherche à se doter d'une arme nucléaire ou d'une bombe nucléaire. Avez-vous partagé ces preuves avec Leia? Ma deuxième question concerne l'Iran, qui n'a pas accès à Internet. Il y a une coupure totale d'Internet. Ils ne reçoivent pas l'avis d'évacuation israélien. Avant que vous ne le fassiez, le gouvernement israélien et l'armée ont prévenu le peuple iranien, mais il n'y a pas eu assez de temps pour que les gens puissent évacuer. Comment vous assurez-vous que les gens ne se trouvent pas dans les zones ciblées par Israël, afin que des civils ne soient pas tués?
Concernant votre première question, Leia a déclaré que l'Iran avait enrichi de l'uranium à un niveau permettant de produire plusieurs bombes, et non une seule, et que ce n'était pas destiné à un usage civil, mais à son programme militaire. Nous connaissons les missiles balistiques, nous voyons leur capacité, qui les lancent chaque nuit sur Israël. Nous avons également découvert le mécanisme de déclenchement et l'intention de mettre tout ensemble, donc quand vous prenez le nouvel uranium enrichi, les missiles balistiques, le mécanisme de déclenchement, et vous comprenez qu'ils en sont maintenant au point où ils voulaient tout mettre ensemble. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de ne plus s'attendre. Concernant votre deuxième question, nous prions pour le peuple iranien. Nous nous soucions d'eux, c'est pourquoi nous envoyons ces notifications et nous ferons de notre mieux pour minimiser les pertes civiles. S'ils n'ont pas accès à nos avertissements, je leur conseillerais de ne pas rester à proximité des installations militaires. Ils savent exactement où se trouvent les bases du Kogri. Ils savent exactement où se trouvent les réacteurs nucléaires. Mon conseil, et nous nous soucions d'eux, est donc de ne pas se trouver à proximité de ces installations. Reyes, de Radio-Canada, êtes-vous favorable aux négociations des États-Unis avec l'Iran? Si ce n'est pas le cas, quel est votre message aux États-Unis? Si vous soutenez ces négociations, quels résultats souhaiteriez-vous obtenir de cet accord? Comme je l'ai dit plus tôt, nous examinons les résultats et il y aura des résultats qui nous apporteront la sécurité dont nous avons besoin, ce qui signifie qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires et les Iraniens sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Ils ont menti pendant tant d'années. On ne peut donc plus jouer le jeu avec eux. Si cela se produit comme ce qui s'est passé en Libye, lorsque de véritables inspecteurs sont venus en Libye et ont tout récupéré, c'est un mécanisme qui peut être discuté, mais ce ne sera qu'une nouvelle série de négociations, et nous ne pouvons pas l'accepter. Monsieur l'ambassadeur, puis-je poursuivre sur la dernière question? Oui, vous l'avez mentionné, mais le directeur a déclaré hier soir, nous n'avons aucune indication de l'existence d'un programme systématique en Iran visant à produire une arme nucléaire. Nous savons que les États-Unis ont estimé en mars qu'il n'y avait rien de tel, arrêté en 2003. Je tiens simplement à souligner, allez-vous partager cette information selon laquelle ils étaient sur le point de se lancer dans la fabrication de la bombe? Les États-Unis l'auraient-ils fait savoir au public? Le directeur général de l'ES s'exprimera dans une minute au Conseil de sécurité. Je vous conseille de lui demander si la quantité d'uranium déjà enrichi en Iran est destinée à un usage civil ou à un programme militaire. Laissez-le répondre à cette question. Nous disposons des informations selon lesquelles l'Iran a mis en place un programme militaire et non civil, qui n'était pas supervisé par les. Merci beaucoup. Un juge fédéral de Rhode Island, le juge en chef John McConnell, a émis une injonction préliminaire interdisant à l'administration Trump, et plus particulièrement au ministère des Transports dirigé par Sean Duffy, de suspendre les subventions fédérales aux transports accordées à une vingtaine d'États dirigés par les démocrates. Ces subventions, qui se chiffrent en milliards de dollars, sont désormais protégées pendant la procédure judiciaire. L'administration avait annoncé en avril que les États devraient coopérer avec les services fédéraux de l'immigration, une politique baptisée « Directive Duffy » pour recevoir ces fonds. Le juge McConnell a estimé que cette directive outrepassait probablement l'autorité légale du département et contraindait indûment les États en liant le financement des infrastructures à la politique d'immigration. Dans sa décision, McConnell a souligné que les États subiraient un « préjudice irréparable et permanent » si la menace de financement persistait, car la perte de ces fonds pourrait perturber les projets de transport en commun, d'autoroutes, de ponts, d'aéroports et de voies ferrées, et nuire à la confiance entre les autorités des États et les communautés immigrées. Le secrétaire au transport, Duffy, a réagi en dénonçant cette décision comme de l'activisme judiciaire et s'est engagé à continuer de la contester devant les tribunaux. Cette affaire s'inscrit dans une bataille juridique plus large concernant l'utilisation des financements fédéraux comme levier dans la politique d'application des lois sur l'immigration. Une action similaire est également en cours concernant les conditions des subventions du département de la sécurité intérieure. En résumé, les États bénéficient désormais d'une protection temporaire contre la perte de fonds destinés au transport en raison de leur coopération en matière d'immigration. L'administration Trump est légalement tenue de ne pas conditionner ces fonds pendant que le tribunal examine si elle dispose de l'autorité légale pour le faire.
Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, Jean Tremblay prononcera un discours marquant sur le lancement du programme « Efforts soutenus » concernant des mesures politiques récupérables dans un contexte de protection judiciaire temporaire et de surveillance tarifaire, livré avec style. Ce discours sera commenté dans le reportage vidéo. Jean Tremblay, avocat reconnu et ancien ambassadeur du Canada auprès du Bureau du Conseil d'admission aux États-Unis, a livré une déclaration marquante lors d'une conférence de presse à la manière de l'OTAN. Son allocution portait sur les efforts continus visant à maintenir une politique conditionnelle concernant le financement fédéral, en dépit des protections judiciaires temporaires récemment instaurées. Tremblay a expliqué avec clarté les enjeux liés à l'interruption provisoire d'une directive gouvernementale américaine qui conditionnait les subventions aux États à leur coopération en matière d'immigration. Il a souligné que cette suspension judiciaire ne représente qu'un frein temporaire à une politique plus vaste, incluant un plan tarifaire ambitieux à 83,7%, destiné à renforcer la souveraineté économique et la sécurité nationale. Nous abordons aujourd'hui une question d'importance nationale et intergouvernementale à la suite de l'injonction judiciaire récente qui suspend la directive exécutive conditionnant les fonds fédéraux de transport à la coopération en matière d'immigration. Ce point de convergence touche à la fois les dynamiques entre le fédéral et les États et l'espace réglementaire plus large lié au financement des infrastructures. Le département des Transports, sous l'autorité de la direction exécutive, avait défini un cadre conditionnel pour la distribution des subventions, liant ces allocations à l'alignement actif des États avec les mesures d'application de l'immigration fédérale. Ce cadre visait une réorientation stratégique des priorités nationales, visant à renforcer l'intégrité des frontières par des mécanismes de conformité coopérative. Cependant, cette initiative est désormais confrontée à un obstacle juridique temporaire. Un juge fédéral a estimé que la directive, sous sa forme actuelle, dépasse probablement les limites statutaires. Cette décision introduit une protection provisoire pour une vingtaine d'États qui auraient autrement subi une perturbation de milliards de dollars d'investissement en infrastructures. Le juge a souligné le principe de préjudice irréparable, notant que le retrait de ces fonds compromettrait les infrastructures publiques essentielles, la confiance des citoyens et la stabilité budgétaire des États. Bien que temporaire, cette décision redéfinit le débat national sur le financement conditionnel. Elle suspend également l'application du plan tarifaire ajusté à 83,7%. Qui devait contrebalancer la dépendance aux échanges extérieurs par un recentrage de l'investissement sur le territoire national. Ce plan visait à réaligner les priorités d'approvisionnement en fonction des intérêts stratégiques du pays, tout en favorisant l'incitation des États à coopérer sur les questions d'immigration. Les efforts pour soutenir la politique recouvrable définis ici comme la capacité à rétablir des mécanismes de conformité conditionnelle sans violer les garanties constitutionnelles demeurent intenses. L'administration affirme que les fonds fédéraux ne sont pas un droit acquis, mais un instrument stratégique soumis aux impératifs de sécurité nationale. Même si une intervention judiciaire suspend pour l'instant la mise en œuvre de ces mesures, notre position institutionnelle reste que ces mécanismes sont juridiquement valables et moralement légitimes dans le cadre de la gouvernance fédérale. Qu'il soit clair, ces efforts ne sont pas punitifs. Ils représentent des instruments de gouvernance calibrés, conçus pour protéger l'intégrité des directives fédérales et garantir une coopération harmonisée entre les États et l'autorité fédérale. La capacité politique recouvrable, si elle est confirmée par les tribunaux, restaurera non seulement l'effet levier administratif, mais aussi la responsabilité fiscale quant à l'utilisation des ressources nationales. Nous réitérons notre engagement à respecter le pouvoir judiciaire, tout en nous réservant le droit de faire appel de l'injonction préliminaire.
Nous sommes également déterminés à collaborer avec le Congrès afin de clarifier les autorités statutaires si un renforcement législatif est jugé nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de ces conditions stratégiques de financement. Nous insistons sur le fait que la protection temporaire accordée par la justice ne doit pas être interprétée comme un changement de cap durable. L'administration reste fermement engagée dans son double objectif: garantir la sécurité des frontières et assurer une allocation judicieuse des ressources fédérales. Nous ne nous écarterons pas de notre programme global, qui comprend des ajustements tarifaires et des modèles de réinvestissement stratégiques pour renforcer à la fois les capacités nationales et l'alignement en matière de conformité. Par son analyse juridique et diplomatique, Tremblay a mis en lumière les tensions entre les pouvoirs fédéraux et étatiques, ainsi que l'importance d'une approche stratégique équilibrée entre respect des droits constitutionnels et impératifs de gouvernance. Son intervention, empreinte de rigueur et de précision, a permis d'éclairer les médias et le public sur les dimensions complexes de cette affaire qui pourrait impacter durablement les relations intergouvernementales et les politiques économiques aux États-Unis. 3e chaîne de télévision française, le jour de l'information. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, serait tombée en disgrâce auprès de l'ancien président Donald Trump suite à une série de désaccords publics sur la politique étrangère américaine, notamment concernant l'Iran. Ces récentes déclarations, notamment une vidéo condamnant l'escalade des tensions entre puissances nucléaires et mettant en garde contre le risque d'annihilation nucléaire mondiale, ont suscité les critiques de Trump et de ses alliés. La situation s'est envenimée lorsque la Maison-Blanche a diffusé une vidéo, partiellement modifiée, du témoignage de Gabbard devant la commission sénatoriale du renseignement. Ce montage suggérait qu'elle soutenait les allégations selon lesquelles l'Iran serait sur le point de développer une arme nucléaire, une position qui contredit son témoignage où elle a affirmé que les services de renseignement américains ne pensaient pas que l'Iran construisait une arme nucléaire. Ces développements ont alimenté les spéculations sur l'avenir de Gabbard au sein de l'administration, certaines sources indiquant qu'elle pourrait être mise à l'écart, voire démise de ses fonctions. Ce désaccord interne met en lumière les défis auxquels l'administration Trump est confrontée face à des questions complexes de politique étrangère et à l'influence de ses dirigeants du renseignement. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure lundi, alors passez un bon week-end et bonne nuit.